Je passe tout de suite à notre second débat, débat de société volontairement décalé de l'actu du jour. On revient sur cette proposition d'Emmanuel Macron. 15 septembre dernier, mieux répartir sur tout le territoire les demandeurs d'asile et les réfugiés qui arrivent en France. On doit avoir ce son d'Emmanuel Macron. Plusieurs d'entre vous sont dans des territoires ruraux. Quels que soient les engagements pris, nous devrons fermer des classes et vraisemblablement des écoles et des collèges. Si nous savons offrir de l'hébergement, de l'urgence et de l'intégration dans ces régions à des femmes et des hommes qui arrivent sur notre sol, les conditions de leur accueil seront bien meilleures que si nous les mettons dans des zones qui sont déjà densément peuplées, avec une concentration de problèmes économiques et sociaux massifs, et où vous avez déjà trop d'élèves par classe, et où parfois vous vous retrouvez avec des classes qui ont 10 à 15 élèves allophones. C'est ça la situation qui est la nôtre. Elle est absurde. L'idée n'est pas nouvelle, vous le verrez, mais elle continue de provoquer un tollé à droite. Avant d'en débattre, le reportage de Flora Sauvage dans un village de l'Allier qui accueille des migrants depuis plusieurs années. Igrande, un village de 800 habitants dans l'Allier. Ici, on accueille des réfugiés qui ont fui leur pays. Ismaïl est arrivé il y a 6 ans de la jungle de Calais. Depuis, il s'est installé dans le bourg d'à côté, à 8 km d'Igrande. J'ai né à Darfour, au Soudan. Je sortais parce que le génocide. Je suis arrivé à Libye, à Italie. Après en France. Après avoir obtenu ses papiers, Ismaïl a décroché un CDI dans une entreprise de savonnerie artisanale. J'ai eu un besoin de main-d'œuvre suite aux grosses commandes et Ismaïl m'a semblé être la personne qui allait vraiment prendre le poste avec la même passion que moi j'exerce mon métier. Et voilà, Ismaïl n'a jamais été malade en 4 ans, il n'a jamais été en retard, et puis il s'implique en fait, voilà. Si Ismaïl a pu s'installer à Igrande au départ, c'est grâce au maire qui a mis à disposition des logements communaux. Au départ, il y a eu quelques réactions. C'était aussi une des raisons pour lesquelles je ne voulais pas faire de réunion publique, parce que je ne voulais pas cristalliser les opinions des uns des autres. On avait quelques personnes qui disaient, bon voilà, non mais qu'est-ce que c'est, ces réfugiés, peut-être qu'on va avoir des soucis de sécurité, des choses comme ça. Et puis en fait, non, ça s'est très bien passé. Et ces personnes qui avaient des craintes ont été rassurées. Des familles sont aussi venues s'installer. Racha a quitté la Syrie sous les bombes en 2015 avec mari et enfants. Mustapha était cuisinier en Syrie et Racha comptable. En France, ils ont dû repartir de zéro. Et face à l'offre réduite de transport en commun en milieu rural, il leur a fallu s'adapter. Le fait qu'il n'y a pas de transport en commun, il n'y a qu'un seul bus qui part le matin, c'était très difficile. Si on a besoin de quelque chose, on est obligé aussi de demander aux gens. On sent vraiment qu'on dérange les autres. À chaque fois, on a besoin de quelque chose. On demande aux autres, est-ce que vous pouvez nous emmener dans l'épicerie ou dans les supermarchés ? Depuis, Racha a passé son permis de conduire. Les enfants, eux, sont venus grossir les rangs de l'école. Il existe plusieurs types de phrases. L'école, c'est la manière, c'est le moyen de se sortir de leurs problèmes. Dans le milieu rural, c'est effectivement des éléments moteurs. Les enfants sont généralement des bons élèves, très assidus, et donc ça se passe relativement bien, et ils font monter le niveau de la classe. Pour Racha et son mari, vivre en zone rurale est un bon moyen de s'intégrer, avant peut-être un jour de déménager en ville. Parmi la centaine de réfugiés qui ont été accueillis sur ce territoire, la grande majorité a quitté la campagne pour s'installer en ville, où l'offre en matière d'emploi et de transport est plus développée. On débat donc autour de cette proposition d'Emmanuel Macron avec Tania Rachaud. Bonjour, bienvenue. Vous êtes docteur en droit européen, membre des collectifs Les Surligneurs et Desinfox Migration, auteur de Politique, Immigration et Réfugiés. C'est aux éditions Henrik. Alexandre Devecchio, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef au Figaro. Mathieu Tardis, bonsoir. Bonsoir et bienvenue, chercheur responsable du Centre Migration et Citoyenneté de l'IFRI. Laetitia Krupa, éditorialiste politique, est restée à mes côtés. Évidemment, peut-être Tania Rachaud pour commencer, il faut dire précisément ce qu'est la proposition ou l'idée, on verra qu'elle n'est pas forcément nouvelle dans un instant, du président de la République. Ça concerne qui ? Oui, alors c'est intéressant parce qu'effectivement, on parle parfois de la répartition des migrants ou des étrangers, alors qu'en pratique, la possibilité de répartir les gens implique nécessairement que vous leur proposez un logement. Et le seul public à qui on va proposer un logement, eh bien, sont les demandeurs d'asile, puis éventuellement les réfugiés dans un second temps, mais donc c'est un public limité. Ça concerne bien entendu pas tout le monde. Et les demandeurs d'asile, c'est à peu près 100 000 personnes, un peu plus de 100 000 personnes par an.
qui arrivent et qui demandent l'asile, puisque donc le temps que leur demande soit étudiée, il faut qu'ils puissent bénéficier de conditions de vie dignes. Ces demandeurs d'asile qui... c'est un public particulier, enfin il faut dire c'est un public fragile. Est-ce que c'est le premier terme qui vous vient à l'esprit, vous ? Bien entendu, ce sont donc des demandeurs d'asile, ils ont potentiellement fui des persécutions pour des motifs qui peuvent être très graves, ou en lien avec par exemple leur orientation sexuelle, donc c'est un public vulnérable, et cette vulnérabilité elle est prise en compte normalement au moment de la question justement de leur hébergement. Alexandre Devecchio, sur cette question du public, on va dire, visé, ciblé par Emmanuel Macron quand il fait cette proposition. Effectivement, on parle des demandeurs d'asile, des réfugiés. Est-ce que vous dites, à partir du moment où c'est les demandeurs d'asile, c'est acceptable ou pas ? Plusieurs choses. D'abord, il faut voir que les demandeurs d'asile, une majorité sont déboutés et 80% de ceux qui sont déboutés restent sur le territoire. Donc déjà, il y a une différence entre quelqu'un... Ce sont un peu des faux demandeurs d'asile ? Il y a une partie qui sont des migrants économiques et l'État n'a pas les moyens ensuite de les reconduire. Ensuite, il y a les réfugiés à qui on a accordé le statut de réfugié. Je ne sais pas si c'est acceptable ou pas acceptable, mais je pense que ça suscite des crispations et je pense qu'il faut voir ces crispations à l'aune peut-être de 40 ans d'échec de la politique d'immigration et d'intégration. On nous a beaucoup dit ça va bien se passer et on s'est retrouvé avec des territoires perdus de la République, ghettoisés. Alors on va nous dire c'est un moyen finalement de répartir la population et de casser les ghettos. Mais je pense que pour beaucoup de Français, la priorité aujourd'hui est de réduire les flux, de reconduire ceux qui sont en situation irrégulière, de reconduire ceux qui commettent des délits. Et donc ça apparaît pas la priorité de les disperser dans toute la France. Mais on peut pas avoir une politique qui est équilibrée finalement. Je pense qu'il faut d'abord maîtriser la politique d'immigration et ensuite réfléchir à une politique d'intégration. Mais aujourd'hui, c'est plus audible et la grande crainte d'une partie du public, et moi je la partage, c'est qu'on finalement disperse les problèmes et qu'on délocalise les problèmes qu'on connaît en banlieue dans toute la France, dans des coins où jusqu'alors il n'y avait pas de problème. Et rappelons que cette France rurale et périphérique a ses propres problèmes. Je dirais qu'il y a des problèmes également d'absence de services publics, d'absence notamment en matière de santé, moyens. etc. On y reviendra. Donc c'est pour ça qu'il y a une crispation et elle est parfaitement compréhensible, je crois. On y reviendra largement. On a vu dans le reportage qu'il y a des endroits où ça se passe bien. Il ne faut pas non plus totalement noircir le tableau. Ça se passait nécessairement mal. J'ai bien entendu. Il y avait une crainte et qu'à l'aune de ce qui s'est passé pendant 40 ans, on pouvait comprendre cette crainte. Mathieu Tardis, est-ce que je vous voyais réagir pendant qu'Alexandre Devecchio donnait à la fois son point de vue en disant faux demandeurs d'asile. Est-ce que effectivement le chiffre de 80% qui finalement restent sur le territoire quand ils sont déboutés, est-ce que vous les confirmez ? Non, en fait, je ne les confirme ni les infirme parce qu'en fait, j'aimerais bien savoir, j'entends souvent ce chiffre-là ou d'autres chiffres. Les chiffres du ministère Quelles sont les sources? Parce que je lis les rapports du ministère de l'Intérieur en long, en large, en travers. Je ne l'ai jamais vu. Et je parle des sources du ministère de l'Intérieur. Donc ça, je pense que c'est une idée un peu qui est véhiculée depuis des années en France. C'est pas un déni de réalité. Moi, je suis Attendez, monsieur, je suis chercheur. Je vous parle de données qui sont publiques. Des données qui sont publiques. Et donc, dans ces données-là... On n'invente pas des chiffres dans des émissions consensuelles. C'est un chiffre qui est admis par tout le monde. Dans cette émission, on s'écoute les uns les autres. Donc, on va continuer de le faire. Allez-y. Donc, terminez admis par certains. Et moi, en tant que chercheur, et vous parlerez à d'autres chercheurs sur ces questions-là, on n'a jamais lu ce chiffre-là. Et aussi, tout bêtement, parce qu'on n'a pas de données sur ce que deviennent les déboutés. Ils deviennent des étrangers en situation irrégulière. Après, qu'il y ait des questions à se poser sur l'efficacité des politiques de retour, je l'admets, mais c'est une autre question. Sur la question aussi du lien entre le problème de banlieue, là, j'ai aussi du mal à voir quel est le lien entre finalement la question des réfugiés qui arrivent aujourd'hui et les problèmes de banlieue. Mais ça, c'est aussi un point de vue politique, et ça, je vous le laisse. Sur la question très précise dont Tania l'a rappelé, on parle d'un segment très spécifique et finalement assez limité de l'immigration en France, donc qui est lié aussi à des obligations que tout État a en Europe et dans la plupart du monde, c'est-à-dire de
pendant la demande d'asile, de pouvoir proposer un hébergement, et on ne parle pas d'un logement très luxueux, d'un hébergement pendant l'examen de la demande d'asile. Ça fait partie de nos obligations au regard du droit international, aux engagements internationaux, et la France le rappelle souvent, son devoir de protection des réfugiés. C'est une obligation à l'échelle européenne? Au niveau international, du droit international, il y a des conventions internationales ensuite qui sont précisées au niveau européen, donc qui le précisent dans ce contexte européen, et donc ça c'est une obligation. La question de la répartition des demandeurs d'asile, c'est une question qui est ancienne, qui est aussi ancienne quelque part que notre système d'accueil des réfugiés en France. On le faisait dans les années 70 déjà, quand on accueillait les réfugiés chiliens et d'Asie du Sud-Est. Et c'est surtout depuis les années 2000 où les pouvoirs publics essaient de mieux répartir, parce qu'il y a une concentration de la demande d'asile sur Paris et l'Île-de-France, et donc pour éviter des phénomènes qu'on observe depuis quand même de nombreuses années aujourd'hui, de campement dans la rue. Évidemment. Alors, je vous interromps parce que l'historique, on va le faire tout de suite justement grâce à Audrey Vetaz. On va reprendre effectivement ce marqueur, rebonsoir Audrey, des années 70, parce que la première question qu'on s'est posée quand on a entendu finalement cette déclaration d'Emmanuel Macron, on s'est dit mais est-ce que c'est une idée neuve? Pas vraiment. Non, vous l'avez dit, elle date des années 70, notamment à l'époque pour accueillir les réfugiés chiliens fuyant le coup d'État d'Augusto Pinochet. À cette période, la doctrine, c'était déjà de disséminer les centres d'hébergement sur l'ensemble du territoire, surtout dans les espaces peu denses. Thomas, cette idée gagne en puissance, vous l'avez dit là aussi, dans les années 2000 et en 2015. Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, sénateur LR à cette époque, s'en empare. En pleine crise des migrants en Europe, il prône l'installation de familles d'étrangers dans les zones rurales. Écoutez, c'était sur notre antenne. Sorte que l'étranger, au lieu de venir déranger, il vient sauver un territoire, il participe à une dynamique. Et si c'est à doses qui sont des doses humainement acceptables par les uns et par les autres, l'intégration était globalement réussie. En 2016, c'est Bernard Cazeneuve, alors ministre de l'Intérieur, qui défend cette idée au moment du démantèlement de la jungle de Calais. Il veut construire de nouveaux centres d'accueil pour y orienter les demandeurs d'asile et de réfugiés. On va regarder une carte qui permet de se rendre compte de ce qui a déjà été fait, celle des centres d'accueil et de demandeurs d'asile en France. Il y en a dans tous les départements métropolitains, vous le voyez. Mais à l'époque, l'idée fait bondir la droite. Écoutez. C'est de la folie. Et le sujet n'est pas une question de solidarité. Le gouvernement n'est pas en train de démanteler Calais. On ne résout pas Calais, on va multiplier des Calais partout en France. Ce qu'on attend du gouvernement, c'est qu'en fermant Calais, il ne déplace pas le problème à l'intérieur de la France, mais qu'il le résolve. Comme un sentiment de déjà-vu, évidemment, on peut se demander si cette dissémination est un vœu pieux, parce que ce n'est pas parce qu'on accueille un réfugié ou un demandeur d'asile dans un territoire qu'il va y rester. Je vais terminer avec une carte, c'est la répartition des immigrés dans les campagnes qui sont ensuite en situation régulière. On voit qu'il y a une concentration au niveau des frontières ou en périphérie des villes, là où il y a des bassins d'emploi. Thomas. Merci beaucoup, évidemment. Je reviens vers vous, Alexandre Devecchio, parce que quand on voit cette idée, on l'a dit, elle n'est pas nouvelle, elle semble tellement simple qu'on se dit, bah oui, ça ne peut que marcher. D'un côté, il y a des ghettos, on l'a dit, il y a trop de populations d'origine immigrée dans des quartiers pauvres. De l'autre, il y a des villages qui se désertifient et qu'il faut des écoles qui ferment. Bref, colonne plus, colonne moins, ça va bien ensemble. Alors, je trouve que c'est trop simpliste pour vous. D'une part, peut-être qu'il y a 20 ans, je vous aurais dit, oui, pourquoi pas. Aujourd'hui, je pense que la situation démographique, le rapport à l'immigration est trop compliqué et qu'il faut commencer par remettre à plat notre politique d'immigration, d'accueil, avant de procéder à la dispersion des populations. Ensuite, vous l'avez bien dit, c'est pas nouveau. Donc en réalité, on a déjà pratiqué cette politique-là. Elle va continuer à se pratiquer tant qu'on accueillera des gens. C'est aussi ça la question. Ma question, c'est comment on ralentit les flux et comment on renvoie ceux qui n'ont pas à être là. Je pense que ça devrait être la priorité politique du moment. Donc ensuite, parler de répartition, je pense qu'on le fera de toute manière, mais on commence déjà à mesurer les effets de cette politique. On voit que les problèmes d'insécurité, on en a aujourd'hui dans des villes de province où ça n'existait pas auparavant. Donc je pense que c'est aussi une crainte. Je pense qu'on n'a pas aujourd'hui un modèle satisfaisant en matière d'intégration. J'entendais les années 70, mais c'était des populations qui avaient une culture différente, peut-être
plus facilement, j'allais dire, compatible immédiatement avec la nôtre. On a vu aujourd'hui qu'on avait des phénomènes de communautarisme, de ghettoisation, y compris dans des villes de la France périphérique ou dans des villes de la France rurale. Donc je pense que c'est inaudible. Alors sans doute, on va continuer à le faire, c'est ce que je dis, parce qu'il faut bien répartir les gens, mais ce que ça montre, c'est que les flux continuent, alors que je pense qu'il y a une majorité de la population qui est favorable à une politique d'équilibre, c'est-à-dire réussir à ralentir ces flux, à renvoyer ceux qui doivent être renvoyés, et peut-être, dans un second temps, réussir enfin une politique d'intégration. Alors, vous voulez l'un et l'autre réagir. Tania Rachaud, pour commencer. Oui, merci. Le problème, c'est toujours de tout mélanger. Malheureusement, on ne peut pas... Maintenant, tout ne se tient pas, parce que les demandeurs d'asile, c'est une donnée inextricable à laquelle on ne peut pas dire non, on n'étudiera pas votre demande d'asile, c'est impossible. Et donc, ces 100 000 personnes qui arrivent, c'est une goutte d'eau, puisqu'il faut dire que 80% des personnes qui fuient leur pays fuient dans leur pays même, voire dans les pays limitrophes, et donc pas du tout, ne viennent pas en Europe. Enfin, c'est rarement finalement un objectif en soi, hein. C'est plutôt une fatalité. Et donc ces personnes-là, de toute façon, elles seront là. Donc on ne peut pas dire réfléchissons au flux ou réfléchissons à leur éloignement. Il faudra étudier leur demande d'asile, et c'est 40% de taux de protection en première instance à l'OFPRA, et c'est 30% à la Cour nationale du droit d'asile, très exactement. Et c'est 80% au Royaume-Uni, par exemple. Donc c'est aussi des taux de protection. Pardon, ça veut dire quoi, le taux de la protection, donc les 100 000 personnes par an qui viennent demander l'asile, il y a 40% d'entre elles qui vont avoir une protection dès l'étude de leur demande par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et entre 30 et 40% ensuite quand ils font appel de leur demande devant la Cour nationale du droit d'asile. Donc c'est quand même un chiffre, c'est des personnes qui ont vocation à... Ce ne sont pas majoritairement des faux demandeurs d'asile. Parce que c'était l'un des arguments donnés. C'était l'un des arguments donnés par. Ils ne sont pas majoritaires. C'est pas faux. Faux, c'est un peu particulier. C'est difficile de dire que ce sont des faux demandeurs d'asile. De toute façon, ce sont des personnes qui ont fui des difficultés. Quelles sont-elles? Est-ce qu'elles relèvent de l'asile? Est-ce qu'elles ne relèvent pas de l'asile? C'est le travail de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, les mesures d'éloignement. Alors donc c'est encore autre chose. C'est une fois qu'on n'est plus dans les demandeurs d'asile, et donc du coup on n'est plus du tout dans la question de la répartition géographique. Hein. On s'éloigne justement. Oui, parce que c'est ce que vous disiez. Là, l'État n'a pas la main pour dire à quelqu'un vous allez vous installer ici ou là. Pas du tout. À partir du moment où quelqu'un se présente à une frontière et dit je demande l'asile, le pays est obligé de lui ouvrir sa frontière, est obligé ensuite de l'accueillir dans des conditions de vie dignes. Donc ça veut dire. Ça on l'a dit déjà. Voilà, exactement. Mais alors pour les autres, finalement, ce sont des personnes privées. L'État peut pas leur dire vous allez aller vous installer en pleine campagne. Bien sûr que non. Imaginez que le reste c'est de l'immigration familiale. Donc c'est quelqu'un qui par exemple retrouve une famille. Donc la personne a déjà prouvé que son logement était cohérent avec le regroupement, etc. Donc on ne va pas les déplacer ensuite. L'immigration économique, c'est en lien avec un travail, donc on ne peut pas le déplacer, les étudiants non plus. Donc la seule répartition possible, c'est les demandeurs d'asile et ceux qui deviennent réfugiés après, qui parfois aussi prennent des places dans les centres d'hébergement qui sont actuellement à hauteur de 50 000 à peu près. Enfin, l'objectif est de 50 000 en France. Alors, je vais vous donner la parole tout de suite, mais je voudrais quand même entendre un maire de petite commune, justement, de commune rurale, Didier Sénégas-Rouvière, qui est maire de Gia. On est dans le Puy-de-Dôme, 797 habitants, c'est ça, je crois. Tout à fait. Bonjour à vous. Bonsoir à vous. À tous. Vous avez un CADA, un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile dans votre commune, c'est ça? Tout à fait, depuis plusieurs années. Est-ce que ça a été le choix du maire ou votre choix ou est-ce... Pardon, je vous ai interrompu, excusez-moi. Est-ce que ça a été votre choix ou le choix de votre prédécesseur, ou est-ce que ça vous a été, entre guillemets, imposé? Non, ça a été plus ou moins imposé, entre guillemets, par la préfecture et donc les services de la préfecture qui nous ont dit vous avez des logements donc, de type HLM vacants. Et donc, il serait bien que vous puissiez accueillir, en insistant un petit peu. Donc, on a accepté, le conseil municipal s'est réuni et a accepté donc, cette proposition. On a donc actuellement 33 places de CADA, réparties entre 2 ou 3 pavillons sur un petit lotissement office HLM et des logements dans un bâtiment collectif. Et alors, combien de personnes? D'abord, est-ce que ce sont des familles? Est-ce que ce sont plutôt des hommes seuls? Et puis, peut-être, la question va avec. Comment ça se passe? Quel bilan, vous en tirez? Alors, nous, on avait posé, entre guillemets, une condition, si on avait, en disant on veut bien accepter, mais on voudrait que ça soit des familles, et si possible, des familles avec enfants. Pourquoi? Parce qu'on est dans un milieu rural profond, hein,
une commune de 800 habitants, en pleine zone Puy-de-Dôme, limite Creuse. Voilà, on a des services publics. Ce qui avait fait pencher le choix de la préfecture pour nous, c'est qu'on a l'ensemble des services publics, médecins, pharmacies, etc. On est éloigné par contre de la métropole, on est à 60 km de Clermont-Ferrand, et c'est peut-être la seule difficulté, c'est que pour se déplacer, pour tout ce qui est administratif, il faut faire 60 km et ça posait un petit peu de problème. Ça nous a quand même permis que l'État et la région, puisque c'est la région qui est maintenant dépositaire, acceptent de mettre en place une ligne, on avait une ligne de train qui avait disparu, mettre en place une ligne de bus régulière, chaque jour, qui nous permet de rejoindre la métropole. Ce qu'on avait demandé depuis fort longtemps, et si vous voulez, l'afflux de demandes sur ce service a permis de faire fléchir la région et de nous octroyer une ligne de bus. Ça a eu un autre effet, c'est qu'on a quand même des enfants qui renforcent l'effectif scolaire de manière relativement importante, puisqu'on a, sur 33 places, on a une dizaine d'enfants. C'est variable, hein, parce que ce sont des gens qui attendent de l'OFPRA leur papier ou en tout cas une réponse. Et donc, ils ne sont pas là tout le temps, mais c'est remplacé très régulièrement. Et alors donc ça, on va dire, c'est plutôt dans la colonne plus. Si vous deviez faire, je ne sais pas s'il y en a une, mais une colonne moins, quels ont été les soucis s'il y en a eu ? Il y en a eu très 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 peu. On a eu un retour négatif d'une personne qui m'a même menacé, puisqu'on a fini au tribunal, qui avait une orientation politique qui faisait qu'il ne pouvait accepter dans son esprit la venue de réfugiés, mais on n'a pas eu de difficultés. Quelques petites incivilités d'enfants, par exemple, mais bon, j'allais dire, on a les mêmes quelquefois avec des enfants tout à fait français. Hein, donc, la plus grosse difficulté, si vous voulez, pour eux, c'est de s'adapter quand ils arrivent vraiment de zones, soit de zones de guerre, soit de zones très profondes où ils n'ont pas la notion même d'appartement, de choses comme ça. Il y a une sociabilisation qui est compliquée pour eux, mais on a quand même 2 personnes qui font partie de l'administration de Forum Réfugiés COSI et qui prennent en charge ces gens-là et qui leur apprennent. On a des bénévoles qui leur apportent des cours de français. Enfin, voilà. On n'a pas de difficultés importantes, on n'a pas de difficultés même, j'allais dire, pour accueillir ces gens-là. Alors, restez avec nous, monsieur le maire. J'aurais une autre question à vous poser tout à l'heure. Mathieu Tardy, est-ce que notre société, puisque Alexandre Devecchio disait tout à l'heure, là, les Français, qu'est-ce qu'ils demandent ? Ils demandent plutôt qu'on arrête le flux. Est-ce que finalement, il y a aussi une partie de la société française qui n'est peut-être pas aussi fermée ou hostile aux migrants qu'on l'imagine ? Je ne pense pas que ce soit la question. Quand on parle de la question de l'accueil des réfugiés, donc les demandeurs d'asile en milieu rural ou ailleurs, je pense que les gens ne se posent pas cette question-là quand ils rencontrent ces réfugiés et demandeurs d'asile. Moi, j'ai fait une étude sur l'intégration des réfugiés dans les zones rurales, le territoire rural en France. Je travaille beaucoup sur ces questions aussi au niveau européen. Ce que j'entends de monsieur, je l'ai entendu à multiples reprises, en fait tout le temps. Dans toutes les parties rurales, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs ruralités en France. Alors c'est vrai, beaucoup dans ce centre de la France et le sud-ouest, mais même dans d'autres territoires, plutôt dans le nord-est ou l'est, peut-être avec des peut-être plus fermés sur les questions d'immigration, parce qu'il y a eu aussi une immigration importante historiquement dans ces territoires-là. Donc, et je pense, et la spécificité de cet accueil en milieu rural, c'est qu'il y a finalement une forte mobilisation de la population. Et ça m'a beaucoup marqué. Les réfugiés sont toujours accompagnés de quelqu'un, de la population. Il y a eu quelques mouvements ou quelques expressions d'hostilité au début, et ce que les maires souvent m'ont dit, c'est que très rapidement, cette hostilité s'est tue au moins. Et parfois même, ce sont devenus les bénévoles les plus actifs. Et donc ça, et on voit très bien dans quelle mesure la population de ces petites villes accueille ces personnes dans leur communauté, la communauté villageoise. Et il y a ce sentiment d'appartenance qui se développe très vite aussi pour les réfugiés, qui se sentent corésiens. Moi, j'ai beaucoup travaillé en Corrèze, j'entendais des migrants qui étaient dans des campements à Calais se dire on est corésiens, et ils sont corésiens, ils travaillent là-bas. J'ai une petite question à poser, je ne sais pas si c'est celle que vous allez poser ensuite au maire, et je ne sais pas si elle est taboue.
Mais par exemple, les 33 personnes qui sont accueillies sont de quelle nationalité ? Et de quelle religion ? Il y a ça derrière votre question. Évidemment. On va lui poser la question. Didier Sénégas-Roubière, il y a cette question. Ils sont de quelle nationalité, peut-être de quelle religion ? Et aussi, elle va avec, moi elle m'intéresse aussi, c'est est-ce qu'ils restent ? C'est-à-dire, ou est-ce qu'il y a une sorte de turnover permanent, quoi ? Alors, les nationalités sont très variables. Et on a eu des périodes avec des gens de l'Albanie, Roumanie, etc. Avec, on pensait peut-être même des filières qui permettaient à ces gens d'arriver en France. On a eu des gens de l'Est, on a eu des Ukrainiens, des Géorgiens. Actuellement, on a pas mal d'Africains. D'origine d'Afrique centrale, beaucoup, donc des gens déjà de couleur, ce qui, dans un milieu très rural, dénotait un petit peu, avec des habillements, quelquefois des habits un petit peu différents, évidemment, de nous, Européens. Au départ, les gens ont été un peu surpris, mais en fin de compte, ça se passe très bien. On voit des gens en boubou se promener dans les rues et faire leurs courses. Et en fait, il n'y a pas d'hostilité latente qui apparaît. Hein, donc, par contre, pour répondre à votre question, on a des gens qui sont restés. On a des gens qui sont parfaitement intégrés. Et moi, je reprends ce que disait le maire donc, au début de votre émission. On a eu des enfants de très, très haut niveau. Qui ont parfaitement réussi, puisque ça fait plusieurs années. On a des enfants qui ont eu des bacs avec mention, alors qu'ils étaient non francophones quand ils arrivaient. On a des gens qui se sont installés. Moi, j'ai une famille là, sur la commune qui a acheté une maison, qui a trouvé du travail. L'épouse travaille à la maison de retraite. Le monsieur travaille dans une scierie. Ils ont 4 enfants, il y en a 2 qui font des études supérieures à Clermont-Ferrand. Donc, vous voyez, c'est des gens qui sont parfaitement intégrés. Alors, je vais reprendre la main. Oui. Pardon, parce que le temps file, je reviendrai sûrement vers vous une dernière fois dans ce débat. Je vous redonne la parole, Alexandre Devecchio, parce que je vous entendais tiquer sur l'histoire des services publics tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous fait tiquer ? Ce qui me fait tiquer, c'est très bien que vous ayez une ligne de bus, mais je ne comprends pas qu'elle ne soit pas arrivée avant. Pourquoi ça doit être corrélé à l'arrivée de migrants ? Et ce qui me gêne un peu aussi dans cette politique, et c'est pour ça, je crois, qu'elle angoisse une partie des Français qui habitent dans ces zones-là, c'est l'idée que finalement ils sont oubliés. Mais là, parce qu'il y a de l'immigration, on va leur installer une ligne de bus, et que la seule solution à apporter à leurs problèmes, c'est finalement d'être revitalisé par l'immigration. Peut-être qu'on peut aussi installer des hôpitaux, créer des lignes de bus sans nécessairement le fait qu'il y ait d'immigration. Après, j'écoute ce qui a été dit. Moi, je pars du principe que, effectivement, quand on fait venir des individus qui sont en minorité, n'importe quel individu peut s'intégrer. Mais encore une fois, je pense que tout ça serait mieux accepté s'il y avait quand même une remise à plat sur la politique des réfugiés. Parce que moi, j'insiste, je pense qu'il y a quand même beaucoup de migrants économiques. Je pense qu'il y a énormément de recours, en fait, ça a été dit, et qui font que des gens qui vont être déboutés à la fin restent pendant des années sur le territoire, et que ça peut être remis à plat. Et qu'ensuite, effectivement, on acceptera mieux ce type de politique. Parce que peut-être pour revenir sur le débat, qui est pas sur le débat sur l'immigration, mais sur l'accueil dans les zones rurales. Oui. En fait, ce que vous suggérez, c'est finalement aussi d'envoyer des Français en zone rurale, de les obliger, parce que je ne sais pas si vous savez comment l'État... Non, de faire des enfants, par exemple, et d'avoir des services publics. Et s'il y a des services publics, il y aura plus facilement des enfants. Vous voyez aussi Allez-y. Parce que les services publics vont aussi, et l'argent de l'État, les dotations de l'État, elles vont aussi là où il y a de la population. Et je veux dire, si je peux terminer mes phrases, par exemple, l'investissement de l'État par habitant est souvent plus élevé dans les zones rurales qu'il est dans les grandes villes. Et je ne le conteste pas, mais c'est la réalité. Donc l'État fonctionne comme ça. La question des nationalités... Vous avez dit l'investissement de l'État en zone rurale est plus élevé. Par habitant. D'accord. Par habitant. Okay. Je parle par habitant, pas en masse, par territoire. Donc, et c'est normal. Moi, je trouve que c'est normal. C'est la solidarité nationale. Et je pense que c'est important pour un pays comme la France d'avoir cette solidarité nationale.
Donc c'est là où c'est très confus ce que vous disiez. Aussi, j'ai appris que les Vietnamiens étaient plus proches de moi culturellement que les Syriens. Je suis content de l'apprendre ce soir. Donc la question des nationalités et la question des différences, je l'ai aussi beaucoup vu dans les entretiens que j'ai pu avoir avec des bénévoles. Je ne parle même pas avec les bénévoles, enfin les travailleurs d'associations ou l'État. C'est souvent une question avant. Et moi, j'ai vu, c'est plutôt des Syriens qui sont arrivés, musulmans. Parfois voilés pour les femmes. Et en fait, très rapidement, c'est une question qui ne s'est plus posée. Et c'est pour ça aussi ce que je vous disais. C'est-à-dire la question de l'immigration, elle ne se pose plus. La question, c'est on a telle famille avec tel monsieur, madame, un tel, avec des enfants. Et je pense que le fait que les familles soient importantes, et c'est ça qui compte. Et donc la question de, finalement, la diversité religieuse, moi, je l'ai entendue surtout par rapport à la nourriture halal. C'est la seule préoccupation. Et en France, on est quand même dans un pays où on a cette diversité un peu partout et on peut trouver la nourriture halal partout. Alors, c'était une question pendant le Covid. On va ouvrir un chapitre sur on va dire l'impact politique, Laetitia, de cette proposition d'Emmanuel Macron. Ça agit très clairement comme un détonateur pour la droite. Très clairement, d'Éric Ciotti, de Bruno Retailleau jusqu'à Éric Zemmour, ce fut une levée de bouclier direct avec surenchère de mots choc. Regardez par exemple Éric Ciotti sur Twitter qui écrit « Vouloir déplacer les problèmes liés à l'immigration vers les zones rurales est une hérésie et une lâcheté. Macron continue son entreprise de déconstruction de la nation. La seule solution courageuse est d'arrêter l'immigration de masse. » Et c'est vrai que l'idée que vous développez, Alexandre Devecchio, est largement diffusée par la droite. Il faut arrêter l'immigration avant même de se demander où on place les migrants. Alors son concurrent à la présidence LR, chef de file des sénateurs Bruno Retailleau, lui, a carrément dit que la politique d'Emmanuel Macron allait mener au désastre. Pas de réaction de la part d'Aurélien Pradier, vous savez, le troisième concurrent à LR qui est plutôt plus modéré. Quant à Éric Zemmour, alors là, il a bu son petit lait. Il a même été le premier à réagir sur les réseaux sociaux en proclamant Emmanuel Macron le dit haut et fort, le grand remplacement est pour lui une nécessité. Il a même écrit à tous les maires ruraux pour les prévenir de l'apocalypse prochaine. Et du côté du Rassemblement national, c'est exactement la même ligue, mais sans les mêmes mots, puisque Marine Le Pen ne peut pas reprendre à son compte le mantra du grand remplacement d'Éric Zemmour, et donc elle le fait autrement. On va écouter par exemple un extrait de son discours, c'était aux universités d'été à Agde. Serait-il tenté de vider Paris de ses clandestins, squatteurs et autres craqueurs, c'est-à-dire de les répartir chez vous, dans nos campagnes ou dans nos villes moyennes? Cette folle politique, elle relève d'une intention politique. Pour Emmanuel Macron et ses amis, pour quasiment toute la classe politique d'ailleurs, l'immigration n'est pas un problème. Je vous l'ai déjà dit et je vous le répète, c'est un projet. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle terminait son propos en disant que le RN était le seul parti qui s'opposait à l'immigration et qui réglait cette question. Or, vous venez de le voir avec ma démonstration, tout le spectre à droite s'est emparé de cette question. Et d'ailleurs, ils savent que la politique d'immigration d'Emmanuel Macron, c'est un peu son talon d'Achille. Donc, ils savent qu'ils ont une grosse partie de l'électorat là à séduire et ils n'hésitent pas à instrumentaliser tout simplement cette thématique. Alors, vous l'avez dit, Laetitia, Éric Zemmour, il a écrit aux maires ruraux. Effectivement, il les met en garde dans des termes assez apocalyptiques. Didier Sonagas-Rouvière, est-ce que vous l'avez reçu, ce courrier d'Éric Zemmour? Non, vous ne l'avez pas reçu? Pas du tout. Bon. Vous avez oublié. Si vous l'aviez en face, vous lui diriez quoi? Monsieur Zemmour? Oui. Déjà, j'hésiterais à lui parler, mais ensuite, je lui dirais ce que je vous ai dit, c'est que la venue de demandeurs d'asile en milieu rural ne crée pas de zones de ghetto, ne crée pas de choses comme ça, dans un milieu très rural, à condition évidemment que le quota immigré population locale reste correct, qu'il puisse y avoir une assimilation facile et qu'on ne crée pas non plus une zone d'habitation concentrée. Nous, on a l'avantage d'avoir deux zones avec une répartition sur le bourg.
Merci beaucoup, merci de votre témoignage. Je rappelle que vous êtes le maire de Gia dans le Puy-de-Dôme, un tout petit peu moins de 800 habitants. C'était très intéressant d'avoir votre retour de terrain. Tania Rachaud, est-ce que il y a quand même des chiffres, par exemple les chiffres de Frontex qui nous dit que le nombre d'entrées irrégulières est au plus haut en Europe depuis 2016. Ce sont les chiffres qui sont tombés aujourd'hui, ça. On peut considérer que ça ne va pas s'arranger avec, par exemple, les réfugiés climatiques dans les prochaines années. Est-ce que, pour vous, c'est illusoire de leur fermer la porte ou est-ce que, finalement, ce n'est pas une vraie question qui correspond, comme le dit Alexandre Devecchio, comme le dit une partie de la droite, qu'elle soit droite de gouvernement traditionnel ou droite extrême, qu'il faut vraiment prendre à bras-le-corps? Alors c'est une question complexe parce que on a l'impression que agir au niveau français permettrait dans les politiques de tarir les flux qui sont mentionnés. Or la réalité est que les personnes partent de leur pays parce qu'il y a des problèmes dans leur pays d'origine. Et donc là-dessus, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'agir sur des conflits, sur des guerres. Alors sur des questions climatiques, ça c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on ne reconnaît pas, on ne donne pas l'asile à des personnes qui fuient pour des motifs climatiques. Donc ça va. Alors, sur les questions climatiques, il y a vraiment tout un enjeu particulier, peut-être que je laisse de côté. Mais... Non, on ne va pas y rentrer, il nous reste moins de 7 minutes. Voilà, c'est ça. Mais donc, du coup, agir en interne dans ce qui est proposé... En fait, ma question, c'était est-ce que ce que propose, ce que décrit Alexandre Devecchio, ou ce que proposent les élus de droite, est-ce que ce n'est pas illusoire? C'est-à-dire, c'est le mur face à, de toute façon, un mouvement Exactement, tout à fait. qu'on ne pourra pas bloquer. Tout à fait, c'est complètement illusoire. Et en fait, aussi, il faut juste se dire... À la frontière, bien sûr. C'est le problème d'Emmanuel Macron, c'est les reconductions à la frontière qui ne sont pas effectuées. Alors attention, parce qu'ils produisent aussi des mesures d'éloignement à l'égard, par exemple, d'Ukrainiens ou d'Afghans. Bien sûr qu'elles ne sont pas effectives ensuite. Qui va les reconduire et même comment est-ce qu'on le ferait? Donc il y a aussi cette problématique-là qui n'est jamais adressée en amont. Alexandre Devecchio, et ensuite je vous redonne la parole. C'est marrant parce que la rhétorique sur l'immigration a effectivement évolué, je dirais, de chaque côté du camp politique. Avant, on m'aurait opposé le fait que mais non, il n'y a pas tellement d'immigration, etc. Maintenant, le phénomène est tellement immense qu'on ne peut plus rien faire, on est totalement impuissant. Si on veut nourrir les extrêmes, il n'y a pas de meilleure politique que ça. Si on pousse votre raisonnement jusqu'au bout, il y a beaucoup de pays en guerre, il y a beaucoup de pays où il y a des problèmes économiques. Si on accueille le monde entier, en réalité, il n'y a plus d'Europe. Il n'y a plus d'Europe et il n'y a plus de richesse, même pour ceux qui arrivent à leur transmettre. Donc je pense qu'il faut, au contraire, c'est un enjeu politique. Moi, je crois en la politique et je pense qu'un pays doit être maître de ses frontières. Il y a des pays où il n'y a pas d'immigration du tout. Je ne dis pas que c'est souhaitable, mais le Japon, alors vous allez me dire c'est une île, mais je pourrais vous citer d'autres exemples. Donc je crois qu'il y a des... Oui, c'est une question politique et il faut se donner les moyens de la résoudre politiquement. Alors quand je posais cette question, je vous ai entendu, vous disiez c'est utopiste. Oui, l'utopie, elle est de vouloir stopper totalement l'immigration. C'est une utopie. Ça n'arrivera jamais, ça n'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais. Que ça soit souhaitable ou pas, ça peut être discutable. Mais en tout cas, c'est une utopie. Donc après, on peut être pragmatique, on peut... Il y a d'autres pays qui accueillent beaucoup moins, voire pas... Alors la France est plutôt, si l'on prend les pays de l'OCDE, et encore, désolé, moi je suis chercheur, donc je regarde les chiffres aussi, le pays, la France... Ça vous arrange, parce que les chiffres de 80%, ça ne vous intéressait pas. Du reste, je ne vous ai pas répondu. Non, attendez. Il n'y a pas eu de plan banlieue en campagne, il me semble, donc on voit qu'il y a des chiffres que vous acceptez, d'autres pas. Je regarde aussi les chiffres. Et vous donnez-nous la source très exacte de ces 80%. Je vous ai dit, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est très vague. De l'Intérieur. On les lit, nous aussi. Et Mathieu Tardis nous disait, j'ai lu tous les rapports du ministère de l'Intérieur, je ne les ai pas trouvés. Bref, on ne va pas refaire ce débat. Allez au bout de la démonstration. Donc, si on prend les chiffres à la fois de la France et du ministère de l'Intérieur français et en comparaison avec les pays de l'OCDE, on est sur plutôt une fourchette basse en France. On est plutôt un pays où les flux sont bas par rapport à... On accueille moins que d'autres pays de l'OCDE, oui, d'accord. Par rapport à la population, bien sûr qu'on accueille plus que le Liechtenstein, mais par rapport à la population, on est plutôt sur un taux plutôt bas en France, et puis on ne prend jamais aussi, dans les chiffres de l'immigration, on ne parle jamais de ceux qui partent. C'est aussi une réalité, y compris des Français qui partent. Hein. Donc on a plutôt un solde migratoire qui est relativement faible. Après,
il y a une question politique. Moi, je suis pas politique sur... Pour que les gens comprennent, le solde migratoire, effectivement, c'est les gens qui partent. Donc les Français qui partent en Angleterre ou ailleurs, souvent les cerveaux, et les gens qui arrivent. Donc vous voyez que c'est pas les mêmes types de population. Donc si on s'en tient au solde migratoire, on n'a pas les vrais chiffres. Donc les chiffres, on peut en faire beaucoup de choses. Est-ce que je peux parler ? Allez-y. Merci. Et une autre particularité de la France, c'est que les Français partent de plus en plus et reviennent. C'est aussi une particularité de la France par rapport aux Allemands, aux Britanniques, où ils partent aussi à l'aventure, trouver d'autres aventures ailleurs, et ils reviennent, et les Français reviennent beaucoup plus que les Allemands. Alors, et les Anglais. le regard, je vous interromps, pardon, parce que je voudrais proposer un dernier témoignage, et c'est celui de Benoît Hamon, ancien candidat à la présidentielle, très malheureux, on s'en souvient, il n'avait vraiment pas recueilli beaucoup de suffrages. Il est devenu directeur général d'une ONG qui s'appelle Singa Global, qui œuvre pour l'inclusion économique des personnes déplacées. Je l'avais reçu en novembre dernier sur la chaîne économique Bismarck. Lui, il dit qu'il faut changer le regard sur... même pas seulement les réfugiés ou les demandeurs d'asile, sur ce qu'on appelle les migrants. Un des objectifs de Singa, c'est de changer le regard des sociétés accueillantes sur ces personnes qui migrent. C'est de révéler le potentiel de ces femmes et ces hommes et de ne pas les réduire à leur trajectoire migratoire. D'ailleurs, dans la manière dont on parle des migrations, on dit les migrants, comme si une personne se réduisait à ces quelques mois, parfois c'est plus long, ça peut être plusieurs années, qu'elle a passé sur la route, exilée de force souvent, contre son gré, avant d'arriver chez nous. Derrière, il y a des enseignants, il y a des artisans, il y a, que sais-je encore, des chefs d'entreprise qui ont un potentiel indiscutable. Et si ce potentiel est révélé, c'est une chance incroyable pour les sociétés d'accueil. En disant cela, je sais que spontanément, ça heurte des idées majoritaires dans la société française. Pourtant, je vous redonne des chiffres, même si ces chiffres ne convaincront pas à eux tout seuls ceux qui résistent à cette idée. 43% des créateurs d'entreprises de tech en Allemagne sont des personnes réfugiées ou migrantes. 50% des licornes américaines, donc valorisées à plus de 1 milliard d'euros, ont été créées par des immigrés aux États-Unis. Ouais. Alexandre Devecchio, je vais terminer avec vous. Les migrants ont aussi des talents, un potentiel économique. On peut aussi le reconnaître. Personne ne nie ça. Je suis fils d'immigrés, arrivé d'ailleurs du Portugal clandestinement. Personne ne dit ça. Chaque individu, je l'ai dit tout à l'heure, moi je crois à l'intégration, peut s'intégrer à condition qu'il adapte les codes et la culture, qu'il s'adapte aux codes et à la culture de la population d'origine, et à condition que tout cela soit maîtrisé. Parce que comme l'a reconnu lui-même le maire, il veut bien accueillir quelques personnes minoritaires avec les moyens pour s'en occuper, mais il voudrait pas des bars HLM chez lui. Et donc je pense que justement la politique a dérapé, a créé une concentration de population dans les zones en banlieue, mais pas seulement, et que la politique d'intégration n'est pas possible aujourd'hui et menace la cohésion nationale. Donc je pense qu'il faut remettre tout ça à plat et éventuellement continuer d'accueillir et d'intégrer. Ensuite, quand tout ça sera mis à plat et sera un peu plus dépassionné. Un mot de conclusion, Tania Rachaud, 30 secondes. J'aimerais bien savoir concrètement ce que veut proposer Emmanuel Macron, parce qu'en réalité, ça existe déjà, la question de la répartition. Et je pense que tout simplement, en fait, c'est augmenter les chiffres de cette répartition, puisqu'aujourd'hui, c'est 2500 personnes par mois qui sont réorientées en Ile-de-France pour qu'on puisse avoir une idée concrète. Donc voilà, je suis plutôt intriguée. 2023, donc on n'a pas beaucoup à attendre. Exactement. On verra ce qui est dit très concrètement. Pour l'instant, c'est du déjà en place. Bon, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat et d'avoir pris, même si c'était enlevé, le temps de l'écoute des uns et des autres. Tania Rachaud, je rappelle le titre de votre livre Politique, immigration et réfugiés, c'est aux éditions Henrik. Je vous dis à lundi. Je vous souhaite un bon week-end sur Public Sénat. Et puis dès demain matin, Oriane Mancini qui sera en direct d'Agen pour une émission spéciale sur les assises des départements de France. Et c'est à partir de 7h30, comme d'habitude. Belle soirée et bon week-end.